Bonjour Olivier. Salut Leslie. Aujourd'hui, on aborde la question du patrimoine familial ensemble. Nous, les courtiers, on accompagne souvent les clients dans différents moments de leur vie, déménagement dû au travail, la famille qui s'agrandit, séparation, aussi lors du décès d'un proche. Mais vous, les notaires, vous faites aussi partie de cette réalité-là. Oui, à différents niveaux, disons. Comme au bureau, on a un service de droit successoral, de droit familial aussi. Fait qu'on va accompagner les clients, on veut surtout les accompagner, disons, avant, pour préparer, disons, une succession avec un testament ou un bilan patrimonial, ce genre de choses-là. Des rencontres, là, un peu tout le monde là, peut faire un testament. Puis on va les rencontrer une première fois, prendre différentes informations pour qu'ils puissent avoir tous les outils nécessaires pour bien planifier leur succession éventuelle. Techniquement, on va tous mourir. Là, fait que techniquement, puis c'est pas très techniquement, c'est plus on va tous mourir. On est là aussi après. Donc, quand il y a un décès, bien évidemment, il faut faire une recherche testamentaire, vérifier si le défunt en avait un, puis si oui, si c'est bien le dernier. Donc, on va les accompagner à différents niveaux. Il y en a qui vont vouloir être seulement accompagnés pour régler la succession en partie, d'autres vont vouloir le faire seul avec seulement qu'un appui juridique, puis des fois on va le faire au complet. Ça va dépendre de ce que les clients vont vouloir. Fait que ouais, on est là à différents niveaux Puis quand tu pour parlais de accompagner les clients. testament dans votre recherche de testimonial, c'est ça le terme? Testamentaire. Testamentaire, je suis anglophone, excuse-moi. Il n'y a pas de trouble, on pourrait dire testimonial si tu es plus à l'aise avec ça. Dans la recherche de testament, tu parlais justement de date, le dernier. C'est pas nécessairement celui qui est notarié qui va compter. Ben, en fait, non. Bien sûr, on voudrait que ce soit lui qui soit notarié qui Évidemment. compte, parce qu'il y a le caractère authentique déjà qui va être donné. Mais tu sais, tu as trois types de testaments. Disons qu'on résume ça dans une capsule, hein, puis qu'on fait ça résumé. Donc, il va y avoir différents types. Le testament holographe, le testament que les gens vont dire: Ah, j'ai fait un testament à la main chez nous. J'ai écrit ça là, pendant que j'avais un peu d'inspiration. Ça, souvent, ça va être un testament qui est fait sans aucune forme juridique particulière. Puis le Code civil du Québec va dire que c'est un testament holographe quand il est au moins, disons, daté, signé et écrit de la main de la personne au complet. Est-ce qu'il doit y avoir des témoins? Non, pas pour celui-là. Le testament holographe, il est fait par une personne seule, sans avoir de témoin. Pour avoir quelqu'un qui le regarde le faire, c'est pas besoin d'avoir quelqu'un qui signe au bas du Obligé de faire un document. Facebook Live, là. Non. OK. Il y a le testament devant témoin, qui est un testament qui va être utilisé plus souvent qu'on pense. En fait, le testament devant témoin nécessite la présence de deux témoins, bien évidemment, lors de la signature du document. C'est plus pour prouver, disons, que la personne qui a fait le testament était apte. C'est quelqu'un qui va témoigner que la personne c'était bien elle qui le faisait euh, pour ce genre de choses-là. Le testament holographe, lui, peut être écrit de n'importe quelle forme, dactylographie, à l'ordinateur ou manuscrit, mais il doit avoir des témoins dessus le plus possible. Et c'est le genre de testament qu'on va retrouver, je disais tantôt, plus souvent qu'on pense, parce que les avocats, exemple, qui vont faire des testaments pour leurs clients, comme ils ne sont pas notaires, ne peuvent pas donner le caractère authentique aux documents que nous, on va produire, par exemple, et qu'il va automatiquement être considéré comme un testament devant témoin. C'est sûr qu'il y a des témoins qui vont aller signer sur les testaments qu'on peut avoir chez un avocat. Sinon, la troisième façon de faire un testament, le troisième type de testament, c'est le testament notarié, testament authentique. Le testament notarié n'est pas sujet d'entrée de jeu à une vérification testamentaire. Il est déjà réel. On se fie sur le notaire pour avoir vérifié l'attitude du client avant la signature, son identité, ses capacités, tout ça. Puis que le document reflète ce que lui voulait vraiment comme dernière volonté. Si on compare toute la gang, c'est tous des testaments. Ils peuvent tous finir par être utilisés puis exécutés, mais le testament holographe et devant témoin, ben, il nécessite une vérification testamentaire qui est une procédure juridique, voilà, en cours, pour prouver que le testament a la bonne forme, qu'il respecte les lois puis qu'il peut être utilisé. Fait que si, pour revenir au départ, si j'ai, exemple, deux testaments qui ressortent au moment du décès de monsieur ou madame X, j'en ai un notarié qui date, je sais pas, du 1er janvier 2022, puis j'en ai un à la main qui date du 12 janvier 2022. Ben, techniquement, c'est lui à la main qui l'emporterait, qui est plus récent.
mais il faut qu'il soit vérifié par la cour. Il peut finir à la fin par avoir fait un testament plus récent, mais vu qu'il l'a fait lui-même, et qu'il ne respecte pas les bons gabarits légaux, on doit utiliser le testament notarié au final, OK. parce qu'il n'aurait pas été reconnu véritable par la cour, vu qu'il ne respecte pas les bons éléments légaux. Donc ça, j'imagine qu'on peut retrouver ça sur Internet, voir comment faire ça pour Mm-hmm. que ce soit légal. C'est comme une napkin, c'est peut-être pas reconnu, là. La napkin, moi, je n'irais pas avec la napkin en premier. Si j'avais disons, à moins que tu sois vraiment inspiré au restaurant, dépêche-toi. Mais Au moi, j'ai pire, pas beaucoup de ton choses à cellulaire fera régler la job. avec une napkin. Une napkin ou demi-napkin ferait la job pour tes affaires. Sinon, tu peux aussi prendre ton téléphone pour prendre des notes. Là. Mais c'est plus Je le pensais que danger de faire tu un... peux prendre ton téléphone et m'appeler. Ou tu peux aussi m'appeler. C'est juste que le danger de faire un testament qui n'est pas notarié, il faut qu'il soit vérifié. Ça serait comme vraiment en poche d'avoir passé du temps à essayer vraiment de se protéger de la bonne façon quand c'est pas nécessairement le bon testament qui va être reconnu à la fin parce qu'il a été vérifié et qu'il n'a pas été fait comme du monde. Ou j'ai fait un testament holographe, il était super, il respectait tout. J'ai vérifié, j'ai pris des modèles, je ne l'ai pas signé. Ou je ne l'ai pas daté. Ou je ne l'ai pas écrit au complet, puis je ne l'ai signé pas de témoin. Il y a plein de choses ridicules qui font en sorte que ce ne soit pas la bonne version qui soit utilisée à la fin. Puis pour avoir fait différentes successions, je ne suis pas un spécialiste dans les successions. Il y a beaucoup d'autres notaires qui font ça de leur carrière complète. J'ai un notaire au bureau qui en fait, mais c'est pas moi le spécialiste, mais j'ai vu souvent des cas de succession où on a découvert des testaments après le décès qui n'était pas expecté, des testaments qui arrivent, puis on ne savait pas que le défunt en avait fait un dernier, puis c'est dommage quand le testament ne peut pas être reconnu, puis que c'était les volontés du testateur, c'est pour ça qu'il faut faire attention à le faire de la bonne façon, puis pour le peu de coûts d'un C'est ça que j'allais dire, testament c'est pas si notarié. dispendieux que ça, là, ça varie entre quoi et quoi. J'ai des testaments qui peuvent coûter, disons, 350 $, des testaments qui peuvent coûter 400, 500. Ça va dépendre de ce qu'on a allégué, du nombre de clauses qu'on met à l'intérieur, du nombre de temps que ça va prendre aussi pour le préparer, parce qu'il y a des gens qui ont des successions. La tienne serait sur une napkin, là, comme tu disais tantôt, mais il y en a que ça serait peut-être plusieurs napkins, même voire un bon paquet. Là, Le rouleau complet là, si les napkins viennent en rouleau, effectivement. Puis, est-ce que lors de l'achat d'une maison, c'est un bon moment justement pour y penser à son testament? Moi, en fait, pour vrai, je pense que le testament devrait être obligatoire à partir de l'âge de 18 ans. Ça serait, puis même on pourrait le subventionner. D'une certaine façon, c'est vraiment important de régler une succession, que ce soit facile de le faire, surtout en deuil. Mais disons qu'on oublie ce que je viens de dire là. Au moment où on achète une propriété, on vit un gros événement de notre vie. On joue avec des gros sous. On joue avec des maisons. Fait que c'est quand même pas rien. Puis souvent, on achète une propriété, souvent, pas que c'est plus souvent en couple, là, mais disons que de manière générale, les gens, ils vont l'habiter à deux, fait qu'ils en profitent pour faire leur testament en même temps, puis ils vont sauver de l'argent, parce qu'au final, on est capable de leur faire un prix qui est plus intéressant. Ils viennent déjà pour une fois l'hypothèque, une fois pour la vente, fait qu'on est capable de faire les prises de renseignements testamentaires au premier rendez-vous, la rédaction du document officiel entre les deux, puis la signature suivant leur transaction immobilière. Fait qu'on sauve 2 rendez-vous supplémentaires. On est capable de bien les accompagner là-dedans, de leur faire un meilleur prix. Puis après ça, un testament, on les écrit de manière générale. Fait qu'on va aller chercher le plus possible. Futurs, là. Les enfants futurs, les maisons futures, les chalets. Ah oui, même les maisons futures. On y va de manière vraiment générale pour protéger nos clients le plus longtemps possible. Un testament, oui, ça peut être des sous. Disons que tu achètes une propriété, tu as déjà à débourser, je ne sais pas, disons 1500$ de frais de notaire, puis tu te rajoutes à ça des testaments, des mandats d'inaptitude. C'est sûr que c'est un gros coût, mais c'est quand même quelque chose que tu n'as pas à rechanger des fois avant 20 ans, 25 ans. Le moment où on rechange, c'est en en cas de séparation. Y a-t-il d'autres moments auxquels on devrait faire une mise à jour de notre testament? C'est un peu comme n'importe quoi, de faire un rafraîchissement des choses importantes dans notre vie aux 5 ans que je pourrais conseiller, mais de dire qu'un testament doit être changé aux 5 ans, ça, c'est pas vrai. Là. On peut le changer si on veut l'adapter le plus possible à notre vie, qui, elle, peut changer des fois plus rapidement qu'on voudrait. Mais si tu es toujours en couple, tu as les mêmes enfants, il n'y a rien qui a changé, tu ne te sépares pas,
Puis le testament, quand tu l'as fait, les enfants étaient simplement mineurs ou inexistants à ce moment-là. Techniquement, il est supposé avoir été fait pour englober ta vie future de manière générale. Fait que j'ai des clients sûrement que j'ai fait leur testament, vous le disant, qui vont le changer juste quand ils vont avoir des petits-enfants ou que leurs enfants deviennent majeurs puis qu'ils n'ont plus besoin de clauses de tutelle. Il y a plein de choses qui feront en sorte de le réadapter quand tu es rendu à une autre génération là, que la tienne va avoir créé, ou en cas de séparation ou au divorce. Là. Ça, c'est sûr que c'est des éléments dans notre vie qui font en sorte que ça peut changer un petit peu à qui on voulait léguer nos biens. Est-ce que le testament, en fait, donne autant de protection que le mariage en soi? Tu sais, les gens qui ne veulent pas se marier. Le testament donne plus de protection, selon moi, en cas de décès. Quelqu'un qui est marié, il est déjà protégé au niveau du patrimoine en cas de divorce. Quand tu es encore en vie, il y a une bonne protection. On peut toujours se protéger plus, on peut toujours être plus clair dans nos ententes au niveau des relations qu'on peut avoir. Pour ce qui touche le décès, quelqu'un qui est marié, je pense pas que le mariage va être aussi fort qu'un testament. Il fut un temps où les gens, quand ils se mariaient, ça existe encore aujourd'hui, faisaient des contrats de mariage. C'était beaucoup plus populaire à l'époque. Parce qu'il y avait peut-être plus de mariages aussi à l'époque qui étaient populaires. Mais disons que le contrat de mariage, à l'intérieur, certaines personnes écrivaient des clauses testamentaires. Comme exemple, on appelait ça une institution contractuelle. On voyait ça souvent, je donne, en cas de décès, je fais un don de 10 000 à ma future épouse, puis au dernier vivant les biens, je lègue une dot de whatever. Mais c'est juste quelques clauses seulement du testament, puis ça donnait un semblant de protection en cas de décès. Sauf que les clauses du testament sur les exécuteurs, sur les tuteurs, en cas de décès, vous décédez, ça prend quelqu'un qui est nommé, si vous décédez les deux ensemble, pour s'occuper des enfants, qui va devenir le tuteur légal, le parent, si on veut, pour pas que ce soit la DPJ qui s'en occupe. Et il y a plein de clauses comme ça qui sont très simples, très faciles à répondre, puis très courtes à écrire dans le testament, mais qui sont incroyablement importantes. Fait qu'il ne faut pas se fier sur le mariage pour vous protéger. Le mariage, c'est du Québec, il y a quelques protections particulières. C'est plus sur le patrimoine que d'autres choses. Sur le reste, c'est sûr qu'une succession sans testament, ça va coûter beaucoup plus cher. Ça va être beaucoup plus compliqué à régler que s'il y en a un. Moi, je pense que quelqu'un qui est marié devrait faire les testaments, peut-être pas en même temps, peut-être pas cette journée-là. C'est le fun de se marier. Forcément, c'est plutôt plate. Mais soit avant ou après, là, je pense que ça serait un must. Puis j'imagine, lorsqu'on va vous rencontrer pour le testament, on sort avec une série de questions au début, on travaille avec les réponses, puis on rédige selon nos volontés. Oui, et en fait, des fois, on fait plus qu'une première rencontre. Souvent, nous, ce qu'on va faire, on fait une première prise de contact. Les gens veulent savoir comment ça coûte, combien de temps ça prend. On fait une petite révision au téléphone, d'habitude, où une des adjointes au bureau va résumer les étapes du rendez-vous. On va envoyer un premier courriel de contact avec des questionnaires préparatifs. C'est des mises en situation qu'on a créées au bureau pour imager, disons, une première rencontre de testament. Eux demander d'une attitude aussi, mais bref, dans le cas où on se passe, c'est pour les testaments. Et après ça, les clients vont pouvoir le remplir à la maison, ou du moins en parler pour souvent des sujets un peu intimes que tu n'as pas envie d'aborder une première fois sans préparation chez le notaire. Puis la première rencontre, elle, qui va suivre, va servir vraiment pour la prise d'infos, la révision des questionnaires au complet. C'est une rencontre qui dure souvent 45 minutes, 1 heure ou plus, tout dépendant. Puis après ça, on va rédiger les documents, on va les envoyer en projet pour que les gens puissent voir comment c'est fait, s'il y a une coquille, ils veulent rajouter des choses. Puis après ça, la deuxième rencontre va être plus courte, là, où on va repasser le testament ensemble pour être sûr que c'est toujours adéquat. Puis on va faire signer le testament au client. Bien, merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir.